C'est l'heure du JT de l'écho avec Karina Chabour. Rebonjour Karina. Bonjour Hélène. On va voir tout de suite comment ça se passe sur les places financières européennes à l'ouverture. C'est dans le rouge, en légère baisse pour l'ouverture, sur fond toujours d'inquiétude dans la zone euro, notamment après le nouveau refus du patron de la Banque centrale européenne de financer les États en créant de la monnaie, ce qui a douché donc les espoirs de nombreux investisseurs. Londres ouvre en baisse de 0,54%, moins 0,24 à Paris et moins 0,32 à Francfort. En Asie, après les frayeurs d'hier, liées notamment à l'annonce de la mort du dirigeant nord-coréen, les bourses asiatiques reprennent quelque peu leur souffle, même si elles sont en ordre dispersé. Le Nikkei clôture en hausse de 0,49%, le Hang Seng est repassé dans le rouge, ainsi que le Shanghai Composite à l'équilibre, moins 0,1%, et le Kospi gagne, lui, pas loin de 1%. On le voit, de l'inquiétude sur les marchés. Pourtant, les dirigeants de la zone euro essaient d'avancer pour le sauvetage de la région. Ils se sont entendus sur l'aide à apporter au FMI. Oui, ils apporteront 150 milliards d'euros de prêts au FMI sur les 200 milliards annoncés lors du sommet de Bruxelles et destinés à aider en retour les pays en difficulté. Ils en appellent aussi à tous les pays, notamment aux pays du G20, pour qu'ils apportent leur soutien, notamment à hauteur de ces 50 milliards restants. La seule ombre au tableau, elle vient de la Grande-Bretagne qui a refusé toute contribution qui soit réservée à la zone euro dont elle ne fait pas partie. Londres avait prévu d'apporter près de 31 milliards d'euros, mais pourrait toutefois finir par contribuer au renflouement du Fonds monétaire international, mais dans le cadre plus général du G20. On va maintenant en Espagne. Le panorama ne peut être plus sombre. Ce sont les mots du nouveau Premier ministre, Mariano Rajoy, qui prendra officiellement ses fonctions demain. Oui, face à un possible retour de la récession et un chômage qui frôle les 23%, le leader du Parti populaire a donné hier ses priorités devant le nouveau Parlement espagnol. Alors il s'agit de trouver 16,5 milliards d'euros d'économies et de réduire ainsi le déficit budgétaire à 4,4% de la richesse nationale. Revue de ces mesures avec Axel Simon. Un discours d'investiture en forme de plan d'austérité. Le futur Premier ministre espagnol Mariano Rajoy n'a pas fait mystère de la priorité absolue de son gouvernement. Un pays dans lequel des milliers d'emplois sont détruits chaque jour ne doit pas flancher lorsqu'il fixe ses objectifs. Toute l'énergie de mon gouvernement et tout l'effort de la nation seront consacrés à stopper l'hémorragie du chômage, à stimuler la croissance et à accélérer le retour de la création d'emplois. L'Espagne compte 5,4 millions de chômeurs, soit 23% de la population active, le taux de chômage le plus élevé de la zone euro. L'économie espagnole stagne au troisième trimestre et pourrait entrer de nouveau en récession début 2012. Pour autant, le futur chef du gouvernement y tient. Il veut ramener le déficit budgétaire à 4,4% du PIB l'an prochain. Les coupes budgétaires seront drastiques. L'an prochain, nous devrons réaliser 16,5 milliards d'euros d'économies pour réduire le décalage entre recettes et dépenses. La seule dépense qui sera autorisée à augmenter, ce seront les retraites. Toutes les autres peuvent être revues à la baisse. L'Espagne doit aussi rassurer sur ses capacités à rembourser sa dette publique. Le futur gouvernement devra poursuivre l'assainissement du secteur bancaire, endommagé par l'éclatement de la bulle immobilière en 2008, et garantir aux investisseurs un meilleur accès au crédit. On s'intéresse maintenant au secteur bancaire avec cette affaire qui risque d'empoisonner BNP Paribas. Oui, la banque française a commercialisé des prêts immobiliers adossés au franc suisse. Or, avec la flambée de la devise, ces prêts ont eux aussi augmenté. Un avocat vient de déposer une nouvelle plainte au nom de 80 clients. Le parquet pourrait ouvrir une enquête préliminaire dans les jours à venir et au total, ce serait 4000 particuliers qui seraient concernés. À en croire l'avocat, il n'avait pas conscience des risques et surtout, ses clients ont été démarchés par des intermédiaires. Et puis au lendemain de l'annonce de la mort de Kim Jong-il en Corée du Nord, le Japon choisit l'avion de chasse américain F-35 pour équiper ses forces d'autodéfense. Tokyo veut ainsi acheter une quarantaine d'avions pour un total de plus de 4 milliards de dollars. Un choix au détriment de deux autres appareils américains et européens, pourtant moins chers. Les explications d'Axel Simon. Voici celui qui remporte la mise, le F-35, l'un des 40 avions de chasse américains qui équipera l'armée nippone. Les deux autres candidats, l'Eurofighter Typhoon et le F-18 Super Hornet de Boeing, pourtant moins chers, sont donc laissés sur le carreau. Tokyo a estimé que l'appareil le plus coûteux de la compétition était seul capable de répondre à la montée en gamme des aviations russes et chinoises. Une bonne nouvelle pour le groupe américain de défense Lockheed Martin.
Après un partenariat industriel avec Israël, cette commande pourrait lui rapporter au total plus de 5 milliards de dollars. Car le F-35 est un appareil ultra sophistiqué, mais aussi ultra coûteux, plus de 110 millions de dollars l'unité, ce qui en fait le programme d'armement du Pentagone le plus cher de l'histoire. Le concurrent français fabriqué par Dassault, le Rafale, ne s'est pas vendu encore à l'étranger. Les ventes de l'Eurofighter non plus ne décollent pas. 2012 pourrait être une meilleure année pour le consortium européen. New Delhi pourrait passer commande d'ici plusieurs semaines. Dans le secteur des télécommunications, cette fois aux États-Unis, la fusion de l'année n'aura pas lieu puisqu'AT&T jette l'éponge. Le premier opérateur de télécommunications américain renonce au rachat de T-Mobile USA, la filiale de Deutsche Telekom. La fusion géante de près de 40 milliards de dollars s'est heurtée à l'opposition des autorités de la concurrence. La fusion lui aurait permis d'acquérir 36% du marché mobile américain contre 27% actuellement. Puis on termine avec le cadeau de Noël que Karina et moi-même espérons avoir d'ici quelques jours. Un jeu vidéo, la bataille est lancée à l'approche des fêtes. Un jeu ultra violent. C'est aujourd'hui en effet que l'américain Electronic Arts entre en scène avec la mise en ligne de son jeu Star Wars, inspiré de la saga cinématographique de George Lucas. Ça nous rappelle bien des souvenirs. Son ambition, battre le jeu concurrent World of Warcraft du numéro 1 mondial Activision, filiale de Vivendi. Electronic Arts veut aller encore plus loin. Il mise sur sa nouvelle version de Battlefield pour tenter de détrôner Call of Duty. Alors Call of Duty, on en a beaucoup parlé la semaine dernière, puisque ça a été sacré, bien culturel, le plus vendu de l'histoire, avec 1 milliard de dollars de recettes en 16 jours. Effectivement, c'est une industrie énorme, l'industrie du jeu vidéo. Merci beaucoup Karina, c'était le JT de l'Écho. Restez avec nous dans un instant. Un nouveau journal vous est présenté par Elisabeth Alain. Bonne journée.